Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes toujours fatigué, même après une bonne nuit de sommeil? Pourquoi, malgré l'accès à plus d'informations que n'importe quelle génération avant nous, tout semble chaque jour plus confus? Peut-être que ce n'est pas seulement une question de fatigue ou de surcharge de données. Peut-être que c'est quelque chose de plus profond, quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Ou pire, quelque chose qu'on vous a répété tant de fois, sous tant de formes, que vous avez simplement cessé de le remarquer. Nous vivons dans un monde où tout parle. Écran, vitrine, panneaux publicitaires, algorithmes. Une avalanche de messages nous traverse quotidiennement sans demander la permission. Achète, souris, vote, clique, crois. Et le plus effrayant, ce n'est pas la quantité, c'est que nous remettons rarement en question la direction. Nous ne nous arrêtons presque jamais pour demander « Qui me parle en ce moment ? Et pourquoi ?» La plupart d'entre nous se réveillent et saisit aussitôt son téléphone. Les yeux à peine ouverts, nous défilons les gros titres, notifications, mèmes, promotions. Nous commençons la journée avec un régime émotionnel composé de peur, d'envie, de désir et d'urgence. Les réseaux sociaux nous disent ce qui est tendance. Les plateformes de streaming nous montrent ce que tout le monde regarde. Les sites d'information nous dictent ce qu'il faut craindre et qui blâmer. Chaque onglet, chaque écran, chaque bannière semble inoffensif. Mais l'est-il vraiment? Et si cette mer d'informations ne se contentait pas de nous informer, mais nous façonnait? Et si le divertissement n'était qu'un vernis, une distraction soigneusement conçue pour nous faire regarder du mauvais côté? Et si tout cela faisait partie d'un grand théâtre? Un théâtre où vous êtes le spectateur, mais aussi le personnage, sans jamais vous en rendre compte. Pensez aux histoires qu'on nous raconte depuis l'enfance. Le bien triomphe toujours. Qui travaille dur réussit. Tout le monde a sa chance. Ces phrases sonnent familièrement, rassurantes, presque sacrées. Mais que cachent-elles réellement? Pourquoi nous a-t-on appris à croire que la vie est une compétition équitable alors qu'autour de nous, des millions naissent et meurent sans avoir jamais eu les mêmes opportunités? La réponse se trouve peut-être dans la manière dont les récits sont construits. Parce que toute histoire a un héros, un méchant, un obstacle et une récompense. Et dans la société actuelle, ces histoires sont racontées sans cesse, mais avec d'autres noms. Le héros, c'est l'entrepreneur parti de rien. Le méchant, c'est le pauvre paresseux, qui dépend de l'État. L'obstacle, ce sont les impôts trop élevés. La récompense, c'est le succès individuel. Mais que se passe-t-il lorsque ces histoires sont répétées encore et encore, jour après jour, dans chaque coin de la culture? Que se passe-t-il quand nous commençons à confondre l'exception avec la règle? La vérité, c'est que vous pouvez changer de chaîne, mais rarement de discours. Vous pouvez changer de journal, mais retrouverez les mêmes axes: peur, consommation, performance. Vous pouvez changer de parti, mais le jeu reste le même. À chaque élection, vous pensez décider du futur du pays. À chaque achat, vous croyez exercer votre liberté. À chaque clic, vous avez l'impression de participer à quelque chose de plus grand. Mais si tout cela n'était que le décor et non la pièce? C'est ici que le philosophe et linguiste Noam Chomsky entre en scène. Et il n'est pas là pour offrir du réconfort. Il est là pour offrir de la lucidité. Pour lui, ce torrent de messages, cette architecture de mots, d'images et de sons qui compose notre quotidien, n'est ni neutre ni fortuite. Elle est pensée, produite, calculée pour servir des intérêts bien précis, et ces intérêts ne sont presque jamais les vôtres. Chomsky nous invite à voir le système comme un organisme. Et dans cet organisme, l'information n'est pas le sang, c'est l'anesthésie. Un flux constant qui engourdit, qui enivre et qui vous fait vous sentir libre, pendant que les chaînes se resserrent avec élégance. Parce que le secret du contrôle à l'ère moderne, ce n'est plus la censure,
c'est l'excès. L'excès de voix, qui parlent en même temps. L'excès de récits qui s'annulent. L'excès de stimuli qui vident la pensée. Imaginez entrer dans une pièce où tout le monde parle en même temps. Certains crient, d'autres murmurent. Il y a de la musique, des sirènes, des alarmes. Essayez maintenant de vous concentrer, de réfléchir, de vous révolter. Voilà le monde dans lequel nous vivons, et ce qui semble être du chaos est en réalité une stratégie. Dans ce contexte, les médias ne sont pas seulement informatifs, ils sont formatifs. Ils façonnent nos désirs, nos peurs, nos valeurs. Et quand tout est conçu selon la même logique, celle du profit, ce qui disparaît, c'est l'espace de la vraie critique. Car remettre en question la structure devient anti-économique. Ça ne fait pas cliquer. Ça ne génère pas de revenus. Ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que nous participons à tout cela. Nous sommes à la fois acteurs et victimes. Nous répétons des discours que nous ne comprenons pas. Nous défendons des causes que nous n'avons jamais questionnées. Nous partageons vidéos, opinions et mèmes qui renforcent les canons, les chaînes même qui nous retiennent. Nous sommes dressés à penser en termes de droite et gauche, de gentils et méchants, de pas nous contre eux, alors que le vrai conflit se joue ailleurs, dans le langage, dans l'attention, dans la conscience. La question donc n'est pas seulement « que me dit-on ?» mais « que ne me dit-on pas ?» Qu'est-ce qui n'apparaît jamais dans les journaux? Qu'est-ce qui ne devient jamais tendance? Quelles voix sont réduites au silence, non pas par censure, mais par absence de portée? Nous sommes cernés par des algorithmes qui nous connaissent mieux que nos propres parents. Ils savent où nous cliquons, combien de temps nous regardons un post, ce que nous achetons quand nous sommes tristes, ce qui nous enthousiasme quand nous sommes à bout. Et avec cela, ils construisent une réalité sur mesure, mais une réalité qui vise moins à vous libérer qu'à vous distraire. Car si vous pensez être informé, pourquoi questionneriez-vous? Si vous croyez savoir qui sont les coupables, pourquoi chercheriez-vous plus loin? Si vous sentez que vous participez, même par un vote, un commentaire ou un hashtag, pourquoi oseriez-vous penser que le système n'est pas fait pour vous écouter, mais pour vous contenir? Et c'est là toute l'ingéniosité du théâtre, faire croire au spectateur qu'il fait partie du spectacle, qu'il en influence le déroulement, que son applaudissement a du pouvoir, alors qu'en réalité le scénario est déjà écrit, la scène est en place, et les propriétaires du théâtre sont dans l'ombre, comptant les billets. Mais il y a toujours un moment, un bref instant, où le rideau vacille, où quelque chose déraille, où une phrase échappe au script et la salle, l'espace d'une seconde, se réveille. Chomsky veut provoquer cet instant, faire bouger le rideau, semer le doute qui brise l'enchantement. Et c'est à ce moment que surgissent des questions qui ne tiennent pas dans un titre, des questions que les slogans ne peuvent résoudre, qui ne deviennent pas des pubs à la télévision. Des questions comme « Si la démocratie est le pouvoir du peuple, pourquoi tant de décisions qui nous concernent sont-elles prises par si peu de gens? Si l'information est libre, pourquoi tant de voix restent-elles invisibles? Si nous sommes libres, pourquoi tout autour de nous s'efforce-t-il autant à nous convaincre du contraire, sans que nous nous en rendions compte? Ce ne sont pas des questions simples, ni confortables, mais ce sont peut-être les seules par lesquelles commence une vraie compréhension du monde dans lequel nous vivons, et non une simple survie. Car peut-être que le véritable problème n'a jamais été l'excès d'information, mais l'absence de sens. Et lorsque tout n'est que bruit, le premier acte de lucidité, c'est d'apprendre à écouter à nouveau. Pas avec les oreilles, mais avec un regard critique, avec le refus, avec le courage de demander « Que joue-t-on ici ?» Et plus important encore, qui a écrit le scénario que je suis en train de vivre? Avez-vous déjà ressenti cette impression d'avoir le contrôle?
tout en sachant au fond que vous ne l'avez pas vraiment, comme si tout autour de vous avait été conçu pour vous donner des options, sans jamais vraiment vous laisser choisir, comme si vous consultiez un menu plein de plats différents, mais tous faits avec les 3 mêmes ingrédients. Beaucoup appellent cela la liberté. Mais est-ce vraiment le cas? Dans le monde où nous vivons, ce mot, liberté, a été vidé de son sens et reconditionné. On nous a vendu une version de la liberté qui tient sur une carte de crédit, dans une urne électorale ou sur une étagère de supermarché. Vous êtes libre d'acheter, de voter, de consommer, de regarder. Que pourriez-vous vouloir de plus? Mais Noam Chomsky propose une rupture brutale avec cette idée. Pour lui, ce que nous appelons liberté n'est bien souvent qu'une illusion de choix, à l'intérieur d'un système qui a tout décidé pour nous, avant même que nous sachions qu'il y avait quelque chose à choisir. Regardez votre quotidien. Vous choisissez la marque de votre shampoing, votre forfait mobile, la série que vous allez regarder cette semaine. Mais qui a choisi le monde dans lequel ces options sont possibles? Qui a décidé que votre temps libre serait passé entre publicité, écran, file d'attente et facture? Pourquoi n'avez-vous jamais été invité à la table où se décide combien vaut votre heure de travail, ou pourquoi elle vaut de moins en moins? Chomsky nous oblige à voir une chose essentielle, la structure qui façonne la société, les lois, les impôts, les subventions, les salaires, les limites du débat, même les mots que nous utilisons pour comprendre le monde, n'a pas été choisie par tous. Elle a été dessinée par quelques-uns. Et ces quelques-uns ont un nom, une adresse et un rapport trimestriel à présenter à leurs actionnaires. Vous voulez un exemple concret? Vous travaillez 8, 9, 10 heures par jour. Vous payez vos impôts, vous faites des efforts, vous essayez d'économiser. Mais les plus grandes entreprises de la planète, celles dont vous voyez la publicité toutes les 5 minutes, ne paient pas d'impôts proportionnels à leurs revenus. Elles externalisent, exploitent les failles juridiques, transfèrent leurs profits vers des paradis fiscaux, et elles le font avec le soutien du droit, de la politique, et, plus surprenant encore, avec l'acceptation sociale. Elles rendent normal ce qui devrait nous scandaliser. Amazon, par exemple, a engrangé des centaines de milliards de dollars ces dernières années. Mais pendant certaines périodes, elle a payé moins d'impôts, proportionnellement, qu'un petit commerce de quartier. Et pourtant, dans chaque journal télévisé, dans chaque publicité institutionnelle, elle est présentée comme un modèle d'efficacité, de progrès, de modernité. Prenez un instant. Combien de fois avez-vous vu un reportage de 15 minutes à la télévision sur les conséquences sociales de cette disparité fiscale? Combien d'interviews avec une femme de ménage chez Amazon, payée au salaire minimum? Combien de fois les grands médias ont-ils révélé en détail les exonérations fiscales accordées à ces entreprises, pendant que les petits commerces croulent sous les dettes? Vous pouvez choisir sur quelle plateforme vous achetez. Mais vous ne pouvez pas choisir si le livreur aura des toilettes, une pause ou des vacances. Vous pouvez changer d'application, mais pas le système qui l'oblige à user son corps pour un salaire toujours plus instable. Voilà l'illusion. Cette sensation de pouvoir entre vos mains, alors que tout autour de vous limite vos possibilités réelles de transformation. Maintenant, pensez aux élections. La grande fête de la démocratie. 2 candidats, 2 visions, 2 projets. Mais regardez de plus près. Quand il s'agit d'intérêts financiers, de grandes entreprises, de banques, de lobbies industriels, qu'est-ce qui change vraiment? Oui, il existe des différences et elles comptent. Mais ce qui est rarement en débat, c'est le modèle même qui alimente l'abîme entre ceux qui décident et ceux qui obéissent, entre ceux qui financent les campagnes et ceux qui paient la facture avec leur sueur. Et pourquoi ce sujet n'est-il jamais abordé? Parce que maintenir le jeu dans les mêmes termes est essentiel pour que les structures de pouvoir ne soient jamais remises en cause.
pour que vous continuiez à croire que vous participez sans voir que le scénario ne change pas. Avez-vous remarqué comme le journalisme aime les cas isolés? Un homme gagne à la loterie et change de vie. Un jeune pauvre entre à Harvard. Une femme entrepreneur triomphe malgré tout. Des histoires qui nous font croire que le système fonctionne, qu'il suffit de volonté, de foi, de persévérance. Mais Chomsky nous demande, et les millions qui ne gagnent pas à la loterie, qui ne vont jamais à Harvard, qui travaillent toute leur vie et restent endettés? Et si l'exception servait justement à masquer la règle? Pensez au mérite. La méritocratie sonne bien. Elle est vendue comme une forme de justice. Mais sur une piste où certains naissent 10 mètres devant et d'autres courent avec des sacs de ciment sur le dos, le mérite devient une excuse, pas une explication. Chomsky nous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir des escaliers si certains sont coupés à la base, tandis que d'autres sont recouverts d'or. Si la structure même de l'escalier est inégale, chaque montée individuelle devient un spectacle, pas une solution. La propagande du système est subtile. Elle ne dit pas « vous ne pouvez pas changer le monde ». Elle dit « le monde est ainsi, acceptez-le et triomphez en son sein ». Et quand vous échouez, le système murmure « c'est de votre faute ». Car cela vous maintient en mouvement, en lutte, sans le temps de penser, sans la force de vous révolter, sans l'énergie de demander. Et si le problème ne venait pas de moi, mais de la scène sur laquelle on m'a placé? Voilà le cœur de la critique. Alors que le discours dominant prétend à la pluralité, le champ réel des choix est minuscule. Comme si vous étiez face à un immense buffet, mais que vous ne puissiez vous servir que dans ce qui a été laissé pour vous. Et si vous n'aimez pas le goût, c'est votre palais qui sera mis en cause. Même nos rêves ont été domestiqués. La maison à soi, la voiture neuve, le dernier smartphone, le million d'abonnés, le poste avec avantage. Tout cela vendu comme des victoires, quand bien souvent, ce ne sont que des cages dorées. La dette du prêt immobilier, l'algorithme qui décide de ce que vous voyez, le logiciel invisible qui mesure votre productivité. Tous sont des instruments d'un système qui vous applaudit, tant que vous ne changez pas le script. Chomsky ne dit pas cela avec mépris. Il croit au pouvoir de la conscience, au pouvoir de voir, de nommer, de comprendre comment fonctionne la machine, car ce n'est qu'en comprenant le tour de magie que l'on peut commencer à le démonter. Et il ne s'agit pas de conspiration. Il n'y a pas une salle secrète avec 10 hommes décidant du destin de l'humanité. Il y a quelque chose de plus redoutable encore, une structure qui se perpétue d'elle-même, car tous ceux qui en profitent ont intérêt à la garder invisible. Les médias, la publicité, les discours politiques, les programmes scolaires, les récits populaires, tout converge vers une même direction. Nous convaincre que le monde est comme ça, qu'il a toujours été comme ça, et qu'il sera toujours comme ça. Et que dans ce monde, vous pouvez encore choisir. Mais la vraie question est, qui a défini ce dedans? Qui a délimité ce monde? Pourquoi les seules options possibles sont-elles toujours celles qui laissent les puissants à leur place? La liberté qu'on nous promet est une liberté qui ne menace jamais le système. Vous pouvez teindre vos cheveux en bleu, changer de marque, de chaîne, de régime. Vous pouvez changer de style, de genre, de style de vie. Tout cela est encouragé, tant que vous continuez à fonctionner comme consommateur, contribuable et spectateur. Tant que vous ne remettez pas en question ceux qui écrivent les règles du jeu. Alors maintenant, arrêtez-vous, respirez et réfléchissez. Combien de décisions que vous avez prises ces derniers jours étaient réellement les vôtres? Et combien n'étaient nées que des réactions, des automatismes, des habitudes? Combien venaient de votre désir profond et combien n'étaient des réponses à ce qu'on vous a vendu comme vous? C'est ce moment de friction, cet instant
où quelque chose commence à déranger profondément. Et si vous l'avez ressenti, félicitations. Le sortilège commence à se dissiper. Car la première étape n'est pas de détruire le système, c'est de voir qu'il existe et que vous êtes dedans, qu'il façonne vos mots, votre estime de vous-même, vos rêves, et que malgré cela, il y a une issue, une faille, un espace où la conscience peut émerger. Et si cette faille est ouverte maintenant, ne la refermez pas. Peut-être êtes-vous épuisé, frustré, sceptique, mais cela aussi fait partie du processus. Car l'éveil n'est jamais confortable. Il arrache les illusions jusqu'à la racine, mais lui seul rend possible la reconstruction. Imaginez une scène éclairée par des projecteurs, des caméras sous tous les angles, des présentateurs à la voix assurée, des jingles dynamiques, des titres d'actualité urgents. Le spectacle a déjà commencé et vous êtes le public captif. Mais et si vous ne saviez pas que vous étiez dans un spectacle? Et si en réalité, ce que vous appelez réalité n'était qu'un décor? À la télévision, à la radio, sur votre téléphone, dans la paume de votre main, actualité, commentaires, alertes, graphiques, interviews, tout arrive à une vitesse affolante, avec un sentiment d'urgence artificielle, comme si le monde était toujours au bord de l'explosion, et que seule cette émission pouvait vous sauver. Mais arrêtez-vous un instant et posez la question. Qui décide de ce qui passe à l'antenne? Qui détermine ce qui est une info? Qui contrôle l'angle de la caméra? Les médias, ce mot qui paraît abstrait, ont un nom, un prénom et un propriétaire. Les plus grands groupes de télévision, journaux et plateformes numériques appartiennent à une poignée d'entreprises. Et ces entreprises ont des intérêts économiques, des actionnaires, du lobbying politique, des relations avec les gouvernements, des contrats avec des banques, des accords avec des multinationales. La neutralité? Un mythe savamment emballé. Et le journalisme d'investigation? Et les reporters de terrain? Oui, ils existent, mais eux aussi doivent trop toucher un salaire. Ils ont besoin d'espace éditorial. Leur sujet doit être validé. Et surtout, leur reportage ne doit pas déranger les sponsors. Car à la fin de la journée, la vérité n'intéresse que si elle ne menace pas le modèle économique. Et c'est là que la critique de Chomsky prend tout son sens. La censure moderne n'a plus besoin de supprimer les idées. Elle les épuise. Elle inonde l'espace avec tant de contenu, tant de distractions, tant de bruit, que l'essentiel coule au fond du flux d'informations. La vérité n'est pas niée, elle est diluée. Comme une goutte de poison dans un océan de distractions. Avez-vous déjà remarqué comment les nouvelles sont traitées comme du divertissement? Comment les gros titres deviennent des mèmes, les scandales des hashtags, les tragédies des vidéos virales? Le journal télévisé rivalise avec les téléréalités, la politique devient une série, la guerre a sa bande-son, la crise économique surgit entre une pub de voiture et une offre de livraison. Quand tout devient spectacle, la douleur devient un produit. L'injustice devient de l'audience. La souffrance devient un sujet du moment. Mais que reste-t-il ensuite? Quand le projecteur se tourne? Quand la prochaine tragédie arrive? Que reste-t-il de l'indignation précédente? Combien de fois avez-vous vu un reportage sur le travail forcé dans une exploitation agricole fournisseur d'une grande marque? Et une semaine plus tard, cette même marque célébrée dans une campagne pour la diversité et l'inclusion? Combien de fois un scandale de corruption a-t-il impliqué des hauts responsables? Mais le titre ne mentionne que le parti adverse? Pourquoi avons-nous toujours des méchants aussi pratiques, à condition qu'ils soient des ennemis déclarés et non des partenaires commerciaux? Chomsky appelle cela le modèle de propagande. Un système avec des filtres invisibles qui façonnent ce qui est dit, comment c'est dit, et surtout ce qui ne sera jamais dit. Non pas parce qu'on donne un ordre direct, mais parce que les journalistes eux-mêmes apprennent ce qu'il vaut mieux ne pas creuser. Ils apprennent où sont les limites. Et ces limites sont rarement contestées. Mais que devient une société qui a accès à tout,
sauf à la structure qui organise ce tout. Elle pense être bien informée, avoir un avis personnel, être en contrôle. Et voilà la plus grande ironie. La désinformation moderne n'est pas l'ignorance, c'est l'excès. L'excès de version, l'excès de distraction, l'excès d'urgence. Un bruit constant qui nous empêche d'entendre la question la plus dangereuse. Que cherche-t-on à cacher pendant qu'on attire notre regard ailleurs ? Pensez à la façon dont certains sujets bénéficient d'une couverture intense, tandis que d'autres disparaissent. Les crimes commis par des ennemis de l'Occident deviennent des documentaires. Les abus de régimes amis, de multinationales ou de puissances commerciales sont relégués à des notes floues, désincarnées ou totalement ignorées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les médias vous montrent 1000 fois l'image d'une manifestation violente dans un pays du Sud global, mais jamais les conséquences d'un embargo économique imposé par des pays riches? Pourquoi entend-on tant parler du déficit des retraites, mais si peu des milliards d'exonérations fiscales offertes aux grandes entreprises? Cette sélectivité fait partie du tour de passe-passe. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est dit, mais de ce qui est systématiquement tu. La manipulation ne se cache pas dans les mensonges criés, mais dans les vérités absentes. Alors, tout serait-il manipulé? N'y a-t-il pas de journalisme sérieux? Bien sûr que si. Mais la vraie question est peut-être, existe-t-il suffisamment d'espace pour que ce journalisme survive dans un système où le spectacle est ce qui rapporte? La réponse n'est pas confortable. Car dans la pratique, l'indignation est devenue une marchandise. On vous vend le droit de vous révolter, tant que votre colère est dirigée vers la bonne cible, tant qu'elle n'ébranle pas les fondations de l'ordre établi, tant qu'elle n'atteint pas ceux qui achètent les espaces publicitaires. Et nous, consommateurs de contenu, devenons accros à la prochaine crise, au prochain scandale, au prochain coupable. Constamment entraînés de titre en titre avec l'impression d'être éveillés, alors que nous ne faisons que rêver plus intensément. Que reste-t-il de votre mémoire politique des 5 dernières années? Combien de noms sont apparus puis ont disparu? Combien de manifestations ont eu lieu puis se sont évanouies? Combien de lois ont été adoptées sans débat pendant que tout le monde regardait la polémique du jour? C'est là que tout bascule. Le moment où l'on comprend que le problème n'est pas seulement ce qui est dit, mais le format même de la conversation. Car tant que nous débattons de la mousse, personne ne regarde la mer. La logique du breaking news détruit la mémoire collective, désorganise les luttes sociales, réduit la politique au commérage, et tout cela avec une esthétique moderne, propre, interactive, technologique. Le contrôle n'a jamais été aussi raffiné et aussi invisible. Alors la question qui reste est, que ferez-vous de ce malaise que vous ressentez maintenant? L'ignorer? Changer de chaîne? Vous dire que c'est comme ça? Ou utiliser ce trouble comme point de départ? Car il n'existe qu'un seul moyen de rompre l'enchantement, voir enfin le théâtre pour ce qu'il est. Comprendre que le journal télévisé est parfois aussi chorégraphié qu'une émission de divertissement. Que les gros titres peuvent cacher plus qu'ils ne révèlent. Que le silence peut crier. Et surtout, qu'il existe d'autres voix, d'autres récits, d'autres façons de voir le monde. Mais pour les entendre, il faudra chercher hors des projecteurs. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile d'oublier? Comment, au milieu de tant de bruit, une indignation devient une blague, une tragédie devient tendance, une révolte devient un sticker WhatsApp? Vous sentez le monde s'effondrer dans un onglet. Et dans l'autre, une vidéo drôle, un tutoriel de maquillage, une promo éclair. La colère se refroidit, le désir s'éveille, et le cycle recommence. Ce que vous consommez pour vous reposer est peut-être justement ce qui vous maintient éveillé dans le cauchemar. Et personne ne vous le dit. Alors que le monde brûle, crise climatique, économique, sociale, jamais l'offre de divertissement n'a été aussi abondante. Des budgets colossaux,
sont dépensés pour s'assurer que vous ayez quelque chose à regarder avant de dormir. Des séries aux scénarios méticuleusement construits, des téléréalités aux conflits scénarisés, des jeux infinis, des scrolls infinis, du contenu pour occuper chaque seconde de votre inactivité. Son nom? Mécanisme doux, le confort qui maintient tout en place. Chomsky l'avait dit, pour faire durer un système inégal, il ne suffit pas d'opprimer, il faut distraire. Et la distraction moderne n'est pas un cirque, c'est une anesthésie aux effets secondaires invisibles. Prenez un instant. Après une journée de travail éreintante, des transports bondés, des informations confuses, des factures empilées, que voulez-vous? Du calme, du silence. Quelque chose qui vous fasse oublier. Et c'est là que le système agit avec une précision chirurgicale. Il vous offre la distraction comme récompense pour votre douleur, comme soulagement, comme dû. Mais ce repos est aussi un terrain de programmation. Chaque épisode de votre série préférée vous plonge dans un monde fictif où les conflits se résolvent, les personnages évoluent, les fins ont un sens. Tout ce que le monde réel ne vous donne pas, le divertissement vous le rend, sous forme de simulation émotionnelle. Vous ressentez, vous pleurez, vous espérez, vous vibrez, vous vous engagez. Mais à la fin, rien autour de vous n'a changé. Vous avez vécu une catharsis déléguée, une révolution sans risque, une protestation qui se termine par un générique. Et c'est là que réside le conflit. Le divertissement nous console-t-il ou nous désarme-t-il? Le problème est-il de regarder une série ou de ne vivre que pour en regarder? Vous connaissez tous les noms de personnages fictifs, mais peut-être pas celui du conseiller municipal qui a voté pour couper les budgets des écoles publiques de votre ville. Vous connaissez le classement de la Coupe du Monde, mais peut-être pas combien votre ville dépense en communication institutionnelle pour masquer l'échec des transports. Est-ce votre faute? Non. C'est le produit d'un écosystème entier conçu pour détourner votre attention de la structure. Et cet écosystème a sa version la plus subtile dans le contenu aspirationnel. Ces vidéos de motivation qui vous vendent des formules de succès, ces influenceurs qui exposent un style de vie idéal, ces gourous du « si tu veux, tu peux ». Tout cela semble positif, mais contient un poison invisible, l'idée que le changement dépend uniquement de vous, que le monde est neutre et que l'échec est toujours personnel. Pendant ce temps, le système évite soigneusement toute réflexion sur la collectivité, les structures, les privilèges, les classes sociales, les races, les territoires. On parle de résilience, mais pas d'inégalité, de focus, mais pas d'exploitation, de croire au processus, mais jamais de qui en profite. La positivité est devenue un bouclier contre la douleur réelle. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « J'ai arrêté de regarder les infos, c'est trop déprimant » ? Ce n'est pas un hasard. C'est une protection. Le sentiment d'impuissance nourrit le besoin de se déconnecter. Et quand on se déconnecte, on laisse d'autres décider à notre place. C'est dans ce vide que la consommation entre comme un analgésique. Si vous ne pouvez pas changer le monde, vous pouvez au moins acheter quelque chose. Une pizza, un t-shirt, une commande en ligne pour s'offrir un bon jour. Chaque clic sur « Acheter maintenant » fonctionne comme une dose de sens, rapide, superficielle, répétable, mais jamais suffisant. La culture de la consommation crée un soulagement artificiel, mais elle réclame vite plus. Un nouvel objet, un nouvel objectif, un nouveau produit pour combler ce que le précédent n'a pas comblé. C'est une boucle émotionnelle. Le bonheur devient un reçu, l'estime de soi, un relevé bancaire. Et le plus insidieux, cette logique s'est aussi installée sur les réseaux sociaux. Vous postez, quelqu'un aime. Vous réagissez, quelqu'un partage. Cela semble spontané, libre. Mais derrière, des algorithmes décident de ce qui mérite d'être vu, de ce qui doit être enfoui et de ce qui vaut de l'argent.
votre attention est le produit, et votre comportement est sculpté pour générer plus d'attention. Tout devient capital, même votre douleur, même votre combat, même votre opinion. Mais n'y a-t-il rien de bon là-dedans? Vous pourriez demander. Bien sûr qu'il y a de l'art authentique. Bien sûr qu'il y a du divertissement libérateur. Bien sûr qu'il existe des réseaux qui relient. Mais ce que nous interrogeons ici, c'est la structure qui se cache derrière ces moyens. Le système qui transforme tout, même le rire, en antidote contre la pensée profonde. Chomsky ne vous demande pas d'abandonner le divertissement. Il vous demande de vous éveiller à l'intérieur de lui, de voir la machine tourner pendant que vous regardez, de percevoir le silence du système même quand vous écoutez de la musique. Car ce n'est qu'ainsi qu'il devient possible d'utiliser ces espaces comme outils et non comme prison. Alors, la prochaine fois que vous binge-watchez une série, faites une pause et demandez-vous: pourquoi cette histoire est-elle racontée? Que renforce-t-elle? Que passe-t-elle sous silence? Que me fait-elle accepter comme normal? Et quand vous scrollez votre fil d'actualité, demandez-vous: pourquoi cela apparaît-il maintenant? Que veut ce contenu de moi? Qui gagne à ce que je reste ici? Ces questions semblent petites, mais ce sont les premières pierres d'une reconstruction, car la clé de la transformation ne réside pas dans le rejet du monde numérique ou dans le repli. Elle est dans l'usage de la conscience comme arme. Regarder, oui, mais voir au-delà. Aimer, oui, mais avec discernement. Suivre des profils, oui, mais sans se perdre de soi. La vie qu'on vous a promise dans les pubs et les séries n'a peut-être jamais été faite pour vous. Peut-être n'a-t-elle jamais été qu'un script destiné à vous occuper pendant que la réalité se décidait ailleurs. Mais maintenant, vous savez. Et savoir est le premier pas vers le non, vers le refus, vers l'écriture de nouveaux scénarios, de nouvelles histoires, de nouvelles manières d'exister qui ne dépendent pas d'un panier d'achat, ni d'une distraction pendant que tout s'effondre. Parfois, le plus grand détour n'est pas de cacher la vérité, c'est de la laisser bien en vue, mais entourée de murs invisibles. Vous pouvez la regarder, vous pouvez en parler, vous pouvez même protester, tant que cela reste dans les limites de ce qui est permis. Voilà la grande mécanique que Noam Chomsky dénonce avec une précision chirurgicale. Le contrôle ne se situe pas seulement dans le contenu, mais dans les contours, dans le cadre, dans ce que vous ne savez même pas que vous pourriez remettre en question. Et c'est ainsi qu'on contrôle un peuple qui croit être libre. Imaginez le scénario suivant. 2 commentateurs débattent avec véhémence à la télévision pour savoir si le salaire minimum doit augmenter de 5% ou de 7%. En apparence, un débat réel. Mais aucun d'eux ne remet en cause l'existence même du salaire minimum ou le fait qu'il soit insuffisant pour vivre dignement. Le cadre du débat est déjà délimité. Le conflit, soigneusement choisi. L'illusion de pluralité masque l'absence de profondeur. C'est dans ce champ que se joue la bataille du discours. Et la règle la plus importante est simple. Ne laissez jamais la structure devenir le sujet. Avez-vous remarqué comme certains thèmes reviennent sans cesse? Immigration, sécurité, inflation, corruption. Mais dans le même temps, des thèmes comme la concentration des richesses, la taxation des grandes fortunes, le pouvoir des multinationales, les privatisations opaques ou les inégalités raciales structurelles sont relégués à la marge. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un filtre. Le débat public, tel qu'il apparaît dans les journaux, à la radio, sur les réseaux sociaux ou dans les talk-shows, n'est pas une arène ouverte. C'est un aquarium. Le poisson peut nager, mais finira toujours par heurter la vitre. Et pourquoi cela arrive-t-il? Chomsky et Edward Herman l'expliquent dans Manufacturing Consent. Les médias de masse fonctionnent selon ce qu'ils appellent le modèle de propagande. Cela ne signifie pas qu'il existe une réunion secrète où les patrons des chaînes
décide de ce que le peuple peut savoir. Non, c'est plus subtil et donc plus dangereux. Le modèle repose sur 5 filtres. 1. Taille, propriété et but lucratif des médias. Les grands médias appartiennent à des conglomérats économiques qui, naturellement, évitent de diffuser des contenus menaçant leurs propres intérêts ou ceux de leurs annonceurs. 2. Poids de la publicité comme source de revenus. Les journaux et chaînes TV dépendent des annonceurs, et les annonceurs ne veulent pas être associés à des enquêtes sensibles ou à des vérités dérangeantes. Résultat, la vérité cède sa place à ce qui est commercialement acceptable. 3. Dépendance envers les sources officielles. La presse a besoin d'accès aux politiques, aux entreprises, aux experts. Cet accès repose sur une bonne entente. Donc critiquer trop fort peut fermer des portes. La vérité commence alors à être façonnée par ceux qui détiennent les accréditations. 4. Réaction négative coordonnée, FLAC. Chaque fois qu'un journaliste franchit les limites du tolérable, il subit des représailles. Perte d'emploi, campagne de dénigrement, procès. Cela génère un effet d'autocensure. Mieux vaut ne pas prendre de risques. 5. Anticommunisme, ou plus largement l'ennemi officiel. Historiquement, ce modèle fonctionne avec un ennemi désigné. Le communisme, le terrorisme, la Chine, la Russie, les migrants, l'idéologie du genre, des figures qui servent de boucs émissaires, unifiant l'opinion et étouffant toute nuance. Maintenant, faites une pause. Respirez. Tout cela ne relève pas d'un film complotiste, c'est dans votre journal du matin, sur votre station de radio préférée, dans votre fil d'actualité. C'est en vous, quand vous partagez une info sans vous demander d'où elle vient, pourquoi elle est là, et ce qu'elle passe sous silence. Un exemple concret, une étude menée par Fairness and Accuracy in Reporting, a analysé les invités des principales émissions politiques aux États-Unis dans les mois précédant la guerre en Irak en 2003. Résultat, plus de 90% des invités étaient des hommes blancs liés au gouvernement ou à l'armée. Où étaient les voix critiques? Les chercheurs indépendants? Les intellectuels du Sud global? Invisibles. Le débat était mis en scène. La guerre a été vendue comme un consensus. Vous voyez le parallèle avec aujourd'hui? Des sujets comme la croissance économique dominent les JT, mais peu d'analyse sur ceux qui en profitent réellement. On parle du coût du travail, mais rarement du coût humain de la précarité, du racisme systémique ou de l'effondrement de la santé publique. Pourquoi les enjeux sociaux sont-ils toujours qualifiés d'idéologiques, tandis que l'austérité budgétaire, les coupes ou les privatisations sont présentées comme techniques, comme s'il ne s'agissait pas de choix politiques lourds de conséquences? Ce n'est pas un hasard, c'est de l'ingénierie. Et le plus terrifiant? La majorité des gens pensent voir l'ensemble, alors qu'ils n'observent que les ombres sur les murs de la caverne. Et quand quelqu'un essaie de briser ce schéma, les journalistes critiques sont licenciés, les professeurs sont surveillés, les artistes sont boycottés. Et pire encore, les critiques légitimes sont tournées en dérision, réduites à du militantisme, de la provocation, du radicalisme. Autrement dit, le système produit la douleur, puis ridiculise ceux qui tentent de la nommer. Chomsky insiste, la fonction des grands médias n'est pas de vous informer, mais de vous intégrer, de vous faire croire que certes les choses vont mal, mais dans des proportions acceptables, qu'il y a de la corruption mais pas de structure, qu'il y a des problèmes mais pas de responsables systémiques, que tout peut s'améliorer à condition de ne pas toucher aux règles du jeu. Et c'est là que vous réalisez que même vos émotions sont façonnées. L'indignation est orientée, l'espoir est canalisé, la peur est amplifiée, la confiance est dosée, sous condition. Un exemple au Brésil. Pendant les réformes du travail de 2017, plusieurs grands journaux annonçaient à la une que ces réformes allaient là créer des millions d'emplois.
Aujourd'hui, les chiffres montrent une montée de l'informalité, une baisse du revenu moyen, une précarisation massive. Quel média est revenu en une pour demander des comptes? Quel journal a publié un mea culpa? Aucun. L'erreur n'était pas une erreur, c'était de la politique déguisée en technique. En résumé, les médias vous donnent l'impression de choisir, l'impression de participer au débat, mais ils vous empêchent de voir ce qui est réellement en jeu. Vous dansez, mais la musique est choisie par d'autres. Alors voilà la provocation. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un débat en prime time sur la concentration des terres au Brésil? Quand vous a-t-on expliqué pourquoi le plafond des dépenses existe et à qui il profite réellement? L'absence elle-même est un récit. Le silence, parfois, dit plus que le cri. Et vous allez me demander, mais alors, que puis-je faire? La réponse n'est pas de se couper du monde, ni de sombrer dans la paranoïa. La réponse est d'ouvrir les yeux et de les garder ouverts, même quand tout autour vous supplie de vous rendormir. C'est chercher des sources indépendantes, soutenir un journalisme libre, apprendre à poser des questions avant de partager, et surtout, se rassembler avec celles et ceux qui veulent aussi sortir de l'aquarium. Ce n'est pas facile, car le système ne vous attache pas avec des chaînes. Il vous attache avec le confort, l'habitude et une pluralité d'apparats. Mais une fois que vous avez vu la vitre, elle ne disparaît jamais. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose s'est déjà fissuré. Cette fissure, c'est par là que la lumière entre. Et la lumière, mon ami, est dangereuse, car elle révèle ce que beaucoup préfèrent ne pas voir, que nous vivons dans un récit soigneusement monté, où même votre colère a une date d'expiration, et où vos rêves doivent pouvoir être monétisés. Et si l'on vous disait que l'inégalité n'est pas une faille du système, mais le système lui-même fonctionnant exactement comme prévu? Non pas un défaut à corriger, mais une fonctionnalité essentielle, aussi stratégique qu'un engrenage industriel ou qu'une clause de contrat. Comment réagiriez-vous? C'est le genre de questions qu'on ne voit jamais dans les journaux, ni dans les talk-shows, ni dans les vidéos virales avec des danses sur TikTok. Et pourtant, elle le devrait. Parce qu'elle ne remet pas seulement en cause nos idées de justice. Elle révèle quelque chose de bien plus profond. La normalisation de la cruauté comme outil de stabilité. Nous vivons dans une société qui récite la méritocratie comme un psaume. Qui travaille dur réussit. Si tu échoues, c'est que tu n'as pas essayé assez fort. Ce récit n'est pas seulement naïf, il est dangereux. Car il habille d'une apparence morale des gouffres sociaux créés par des décisions politiques, économiques et institutionnelles, et non par de simples choix personnels. Regardons les faits. Selon Oxfam, en 2023, les 5 personnes les plus riches du monde ont doublé leur fortune, pendant que près de 60% de la population mondiale voyait son revenu réel stagner ou chuter. Au Brésil, 1% des plus riches détient presque la moitié de la richesse nationale. Et dans le même temps, plus de 30 millions de personnes vivent en situation d'insécurité alimentaire. Mais que dit la presse? Le pays est en croissance. L'économie se redresse. Le marché est optimiste. Croissance pour qui? Redressement de quoi? Optimisme de qui? Le discours dominant affirme que ces milliardaires sont des génies visionnaires, des hommes qui ont changé le monde. Mais personne ne demande combien d'impôts ils ont évités, combien de salaires ont été gelés, combien de réglementations environnementales ont été abattues au nom de l'innovation. Personne ne remet en cause le système qui rend possible une telle accumulation, au prix de tant de vies précaires. Et c'est là que l'analyse de Chomsky devient implacable. Cette inégalité extrême n'est pas seulement tolérée, elle est fonctionnelle. Elle sert de miroir, de menace, de distraction. Si vous êtes fauché, endetté, épuisé, inquiet pour votre loyer, vos factures ou votre emploi, vous êtes le plus facile à contrôler. Vous n'avez pas le temps de protester, pas l'énergie d'étudier la politique, pas le souffle pour interroger le monde. Vous êtes occupé à survivre. La pénurie vous isole.
Le combat quotidien devient une prison émotionnelle. Maintenant, imaginez l'autre extrême, les ultra-riches. Ils ne possèdent pas seulement le pouvoir économique. Ils influencent la politique, la politique, façonnent les lois, financent les campagnes, contrôlent les médias, fabriquent leur propre image de bienfaiteurs. Alors qu'en réalité, ils sont les architectes du gouffre. Et quand quelqu'un critique ce modèle, la réponse est toujours prête. Tu es contre la richesse? Non. Le problème n'est pas qu'un individu soit riche. C'est qu'un seul soit si riche qu'il puisse déterminer l'avenir de millions sans jamais avoir été élu, sans jamais rendre de compte, sans aucun frein ni contre-pouvoir. Pire, plus l'inégalité est extrême, plus se renforce la logique du chacun pour soi. Le pauvre regarde le millionnaire et dit « Je veux être lui ». Il ne pense pas. Pourquoi tant n'ont rien pour que lui ait tout? L'envie du sommet neutralise la solidarité à la base. Le rêve de monter désactive le désir de changer les règles pour tous. Et le système le sait. Chomsky soutient que l'un des plus grands triomphes du capitalisme contemporain est d'avoir convaincu les gens que l'inégalité est naturelle, presque biologique. Une question de talent, de hasard, de mérite. Et non une ingénierie sociale qui concentre les opportunités chez ceux qui sont déjà nés avec toutes. Mais le piège est encore plus raffiné. Aujourd'hui, on vend l'inégalité comme un style de vie. Les réseaux sociaux exposent des appartements de luxe, des voyages hors de prix, des voitures de rêve, des corps parfaits. Et appellent cela de l'inspiration. Le discours n'est plus « réclame tes droits ». Il est devenu « travaille en silence pendant qu'il doute de toi et plutôt de toi ». L'échec structurel devient une aventure personnelle de dépassement. Et si tu échoues, c'est ta faute. C'est un piège psychologique. Parce que pendant que vous tentez de devenir l'exception, le système continue d'écraser la règle. Vous avez remarqué comment les marques intègrent aujourd'hui des causes sociales dans leurs campagnes? Banques qui célèbrent la diversité, marques de vêtements qui luttent pour l'égalité des genres, géants de la tech qui soutiennent l'inclusion. Cela ressemble à du progrès, mais souvent, ce n'est que du camouflage. La banque qui poste le hashtag fierté est la même qui refuse le crédit aux mères célibataires noires. L'entreprise qui dit lutter contre la pauvreté est la même qui exploite des livreurs sans contrat. L'inégalité a été recyclée en images, en stratégie, en storytelling. On ne combat plus le système. On s'en sert pour vendre davantage. Et les médias, comme on l'a vu, ne nomment jamais ce mécanisme. La crise est toujours attribuée à un autre, le gouvernement précédent, les conflits internationaux, les choix individuels, la mauvaise gestion personnelle. Jamais le modèle, jamais la mécanique, jamais la concentration du pouvoir. Maintenant, imaginez une seconde. Et si la pauvreté était plus utile que l'égalité pour le système? Parce qu'elle produit une main-d'œuvre bon marché. Parce qu'elle génère de la peur. Parce qu'elle crée des consommateurs émotifs, instables, faciles à manipuler. Parce qu'elle fournit des coupables. Parce qu'elle divise. Et si l'inégalité était la clé de tout? Le carburant? Le ciment qui soutient les sommets? Chomsky affirme que la véritable liberté n'est pas de gravir les échelons, mais de ne pas avoir à écraser qui que ce soit pour vivre avec dignité. C'est vivre dans une société où la valeur d'un individu ne dépend pas de sa productivité, ni de son profit, ni de sa performance. Mais cela exige de casser la logique, de refuser la norme. Et refuser la norme, c'est difficile, c'est inconfortable. C'est regarder son propre privilège et se demander « D'où vient mon confort ?» C'est regarder la misère et se demander « Pourquoi persiste-t-elle malgré tant de richesses ?» C'est arrêter de chercher des fautifs parmi ceux qui ont peu, pour commencer à interroger ceux qui ont tout. À ce stade du texte, peut-être ressentez-vous de la colère, de la tristesse, de la lassitude.
peut-être même un épuisement. Et c'est normal, parce que ce que nous faisons ici n'est pas une consommation, c'est un affrontement. Nous creusons sous le béton là où on vous avait dit qu'il y avait un sol solide. Et plus nous creusons, plus nous découvrons que cette société moderne repose sur des renoncements, sur des silencements, sur des pactes que nous n'avons jamais signés, mais que nous payons chaque mois avec notre sueur, notre anxiété, notre espoir épuisé. Mais il y a une chose que le système craint plus que toutes les révoltes isolées. Des gens ordinaires qui commencent à connecter les points. Parce que quand vous comprenez que le problème n'est pas seulement le vôtre, mais collectif, la culpabilité s'efface. Et à la place de la culpabilité naît la lucidité. À la place de l'impuissance émerge la question la plus puissante qui soit. Et si on pouvait tout recommencer? Cette question n'entre pas dans l'algorithme. Elle ne passe pas au journal de 20 heures. Elle ne s'imprime pas sur les affiches de banque. Mais elle tient ici, dans cet espace où vous avez choisi, de votre plein gré, de sortir de la distraction pour entrer dans la réflexion, où vous avez voulu plus que des slogans, où vous avez refusé l'anesthésie de la surface. Arrêtez-vous, respirez profondément, regardez autour de vous. Que voyez-vous? Si vous dites que vous voyez des options, vous verrez des vitrines scintillantes, des menus variés, des chaînes pour tous les goûts, des voix multiples, des marques qui hurlent pour attirer votre attention. Tout semble à votre portée, tout soi-disant vôtre. C'est l'image de la liberté telle qu'on vous l'a soigneusement présentée. Généreuse, accessible, rassurante. Mais maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, maintenant que vous avez traversé chaque étape de cette réflexion, vous devez vous poser la question avec honnêteté. Cette liberté est-elle réelle ou seulement un miroir bien poli reflétant ce que vous voudriez croire? C'est peut-être la question la plus subversive de toutes. Car si la liberté qu'on nous propose n'est qu'une mise en scène, alors dans quel monde vivons-nous vraiment? Pas dans une dictature déclarée, mais dans un consensus mis en scène. Pas derrière des murs visibles, mais sur des chemins invisibles, tous menant à une seule destination, la préservation d'un système qui doit sembler démocratique pour continuer à fonctionner comme une oligarchie. Dans ce contexte, la liberté ne signifie pas pouvoir décider. Elle signifie porter le fardeau de croire que vos décisions ont du poids, même quand les limites sont déjà tracées. Vous pouvez choisir entre deux noms dans l'urne, mais tous deux ont été financés par les mêmes banques, les mêmes entreprises du BTP, les mêmes multinationales. Vous pouvez choisir ce que vous consommez, mais pas échapper à la logique qui vous exploite pendant que vous produisez. Vous pouvez choisir ce que vous regardez, mais pas ce que les médias choisissent de montrer. Vous pouvez même choisir votre identité affichée, mais pas garantir que votre existence sera pleinement respectée, protégée, reconnue. Et le plus pervers, cette liberté factice produit de la culpabilité. Quand vous échouez, le système vous souffle que c'est de votre faute. Quand vous souffrez, la société vous dit « mais vous êtes libre ». Et vous finissez par le croire, et vous souffrez en silence. Chomsky nous alerte, une liberté sans justice n'est qu'un piège sans barreaux. L'idée que nous sommes les auteurs de notre destinée est confortable, mais aussi paralysante, parce qu'elle désarme toute révolte. Elle transforme la souffrance en échec personnel. Elle fait passer l'oppression pour une simple coïncidence. Elle convertit l'inégalité en moteur de motivation. Au bout du compte, cette prétendue liberté devient un contrat silencieux. Vous vous engagez à continuer d'essayer. Il s'engage à ne jamais vous laisser quitter la partie. Mais il y a toujours une faille. Et peut-être qu'elle s'est ouverte maintenant.
Peut-être avez-vous commencé cette vidéo par simple curiosité. Peut-être vous êtes-vous senti provoqué, troublé, peut-être même un peu mal à l'aise. Mais si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous ne veut plus accepter le mensonge tranquille du quotidien. Quelque chose a commencé à grincer, à résister, à questionner. Et ce doute est précieux, car il est le premier acte de vraie liberté. La liberté véritable, ce n'est pas choisir entre des options limitées, c'est comprendre pourquoi ces options sont les seules qui vous ont été proposées. Ce n'est pas voter tous les 4 ou 5 ans, c'est comprendre comment le système encadre, bloque et absorbe toute tentative réelle de transformation. Ce n'est pas consommer ce que vous voulez, c'est savoir que ce désir peut avoir été implanté en vous. Vous voulez être libre? Alors comprenez ceci, la liberté commence par la conscience, mais elle ne prend forme qu'à travers l'action. Et aujourd'hui, agir ne veut pas dire prendre les armes, ni crier sur les places publiques, ni attaquer ceux qui pensent autrement. L'acte le plus radical aujourd'hui, c'est de rompre avec le scénario imposé. C'est sortir du script, c'est reprendre la narration de votre propre vie et faire cela avec d'autres. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux, dispersés, confus, blessés, mais en train de nous éveiller. Et une conscience éveillée peut être ignorée. Mais des milliers, des millions, ils savent que le temps presse. C'est pourquoi tout autour de nous essaie de nous fragmenter. Parce que le système ne craint pas un cri isolé. Il craint une lucidité partagée. Le danger ne vient pas de l'acte individuel, mais de la conscience collective, du regard aligné, du non prononcé ensemble. Quand trop de gens commencent à voir le jeu doit changer. Et peut-être que cela a déjà commencé. Peut-être que c'est maintenant. Mais n'attendez pas de miracle. Le changement ne tombera pas du ciel. Il ne sera pas annoncé par décret. Il ne passera pas au journal télévisé. Il sera bâti, morceau par morceau, dans de petites ruptures quotidiennes. Dans chaque mensonge que vous refusez de répéter. Dans chaque information que vous décidez de vérifier. Dans chaque injustice que vous refusez d'ignorer. Et cette reconstruction commence par quelque chose de simple, mais de profondément subversif. Restez réveillé. Continuez à douter. Continuez à poser des questions. Continuez à apprendre, même quand le monde entier vous supplie de vous rendormir.